Comme il ne serait nullement convenable à un humble auteur de faire attendre, selon son bon plaisir, un personnage aussi élevé que l'est un bedeau, le dos au feu, et les pans de son habit relevés sous ses bras, et qu'il serait encore plus malséant et plus indigne de la galanterie d'un écrivain qui sait vivre, de traiter avec la même négligence une dame sur laquelle le bedeau avait laissé tomber un regard affectueux et tendre, et à l'oreille de laquelle il avait murmuré de ces douces paroles qui, venant d'un tel personnage, eussent agréablement ému le cœur d'une jeune fille ou d'une femme de n'importe quelle condition, l'historien consciencieux qui écrit ces lignes, fidèle à ses sentiments de respect et de vénération pour ceux qui exercent ici-bas une grande et importante autorité, se hâte de faire amende honorable, de leur rendre le respect que leur position réclame, et de les traiter avec tous les égards que leur rang élevé, et par conséquent leur grande qualité, réclament impérieusement de lui. Dans ce but, il avait eu l'intention de taire ici une dissertation sur le droit divin des bedeaux, et de démontrer qu'un bedeau ne saurait mal faire, le tout pour le plaisir et l'utilité du lecteur consciencieux. Mais il est malheureusement forcé, faute de temps et de place, d'ajourner ce projet pour une meilleure occasion. Dès qu'elle s'offrira, il sera en mesure de démontrer qu'un bedeau, dans la plénitude de ses fonctions, c'est-à-dire un bedeau paroissial attaché à un dépôt de mendicité paroissiale et à une église paroissiale, est en vertu de ses fonctions doué de toutes les qualités, disons mieux, de toutes les perfections de la nature humaine, et que les bedeaux attachés aux administrations, aux cours de justice ou aux succursales sont à 100 lieues de ces perfections. Les bedeaux des succursales occupent, il est vrai, le second rang, mais il y a un abîme entre le second et le premier. M. Bumble avait donc compté et recompté les cuillères à thé, pesé et repesé la pince à sucre, examiné scrupuleusement le pot au lait et procédé à l'inspection minutieuse du mobilier jusqu'à s'assurer de la manière dont les chaises étaient rembourrées. Il avait bien renouvelé cet examen 5 ou 6 fois avant de songer que madame Cornet allait rentrer. Une idée en amène une autre, et comme nul bruit n'indiquait le retour de madame Cornet, M. Bumble s'imagina qu'il ne pouvait mieux faire pour passer le temps que de satisfaire complètement sa curiosité et de jeter un rapide coup d'œil dans la commode de madame Cornet. Il approcha d'abord son oreille du trou de la serrure pour s'assurer que personne ne venait. Puis, commençant par le bas, il procéda à la visite de 3 longs tiroirs bien garnis d'effets en bon état, soigneusement recouverts d'une couche de journaux, parsemés de lavandes sèches. À cette vue, M. Bumble parut enchanté. Il arriva dans le cours de ses recherches au tiroir du haut, à main droite, où était la clef, et aperçut une petite boîte bien fermée. Il la secoua, et elle fit entendre un son métallique fort agréable. Cela fait, M. Bumble regagna lentement la cheminée, reprit sa première attitude, et dit d'un air grave et résolu « Mon parti est pris ». Après cette exclamation remarquable, il se mit à balancer sa tête comme un homme content de lui et à contempler ses jambes, de profil, d'un air satisfait. Il était encore en train de s'admirer quand madame Cornet entra précipitamment dans la chambre, se jeta hors d'haleine sur une chaise près du feu et mit une main sur ses yeux, l'autre sur son cœur, comme une femme qui étouffe. « Madame Cornet, dit M. Bumble en se penchant sur la matrone, qu'y a-t-il, madame? Vous serait-il arrivé quelque chose, madame? Répondez-moi, je vous en conjure. Je suis sûr des... » M. Bumble, dans son trouble, ne trouva pas de suite le mot charbon. Aussi dit-il « Je suis sur des bouteilles cassées. »« Oh, monsieur Bumble, dit la dame, j'ai été si bouleversé. »« Bouleversé, madame ?» s'écria M. Bumble. « Qui aurait eu l'audace de... » « Je comprends, ajouta-t-il en reprenant son air majestueux. Ce sont ces horreurs de pauvresse. C'est affreux d'y penser, dit la dame en frissonnant. Alors n'y pensez plus, madame, répondit M. Bumble. Je n'en puis plus, dit la dame en pleurnichant. Alors prenez quelque chose, madame, dit M. Bumble de sa voix la plus douce. Un peu de vin? Pour rien au monde, répondit madame Cornet. Impossible. Oh, le rayon du haut, à droite. Oh. En même temps, la bonne dame montrait du doigt l'armoire et retombait dans ses spasmes. M. Bumble s'élança vers l'armoire, prit une bouteille verte sur le rayon indiqué,
remplit une tasse à thé de la liqueur qu'elle contenait, et l'approcha des lèvres de la dame. « Je suis mieux à présent, » dit madame Cornet, en retombant dans son fauteuil, après avoir vidé la tasse à moitié. M. Bumble leva pieusement les yeux au plafond, en signe d'action de grâce, puis les reporta sur la tasse et se mit à flairer la liqueur. « C'est de la menthe poivrée, » dit madame Cornet d'une voix faible, en souriant agréablement au bedeau. « Goûtez-la, il y a un peu d'autre chose avec. » M. Bumble goûta le breuvage d'un air indécis, fit claquer ses lèvres, le goûta de nouveau et vida la tasse. « C'est très réconfortant, » dit madame Cornet. « Très réconfortant, en effet, madame, » dit le bedeau. Puis il approcha sa chaise de celle de la matrone et lui demanda d'une voix tendre ce qui lui était arrivé de fâcheux. « Rien, » répondit madame Cornet. « C'est que je suis une créature si impressionnable, si sensible, si faible. »« Oh non, pas faible, madame, » répliqua M. Bumble en rapprochant encore sa chaise. « Est-ce que vous êtes une faible créature, madame Cornet ?»« Nous sommes tous de faibles créatures, » dit madame Cornet, émettant un principe général. « C'est bien vrai, » dit le bedeau. Pendant 1 ou 2 minutes, on garda le silence de part et d'autre, et au bout de ce temps, M. Bumble avait donné raison au principe, en ramenant son bras gauche du dos de la chaise de la matrone, où il l'avait d'abord posée, autour de la taille de la dame qui l'enlaça peu à peu. « Nous sommes tous de faibles créatures, » dit M. Bumble. Madame Cornet soupira. « Ne soupirez pas, madame Cornet, » dit M. Bumble. « C'est plus fort que moi, » dit madame Cornet, et elle poussa un nouveau soupir. « Cette chambre est très confortable, madame, » dit M. Bumble en promenant ses regards autour de lui. « Une autre chambre ajoutée à celle-ci ferait un appartement complet. »« Ce serait trop pour une seule personne, » murmura la dame. « Oui, mais pas trop pour deux, » reprit M. Bumble d'une voix tendre. « Qu'en dites-vous, madame Cornet ?» À ces mots du bedeau, madame Cornet baissa la tête, et le bedeau baissa aussi la sienne pour voir la figure de madame Cornet. Celle-ci, avec beaucoup de présence d'esprit, détourna la tête et dégagea sa main pour chercher son mouchoir, puis la remit insensiblement dans celle de M. Bumble. « L'administration vous fournit le charbon, n'est-ce pas ?» demanda le bedeau en serrant affectueusement la main de madame Cornet. « Et la chandelle ?» répondit madame Cornet en rendant légèrement la pression. « Le charbon, la chandelle et le logement ?» dit M. Bumble. « Oh, madame Cornet, vous êtes un ange !» La dame ne put tenir contre cet élan de tendresse. Elle tomba dans les bras de M. Bumble, et celui-ci, dans son émotion, déposa un baiser passionné sur le chaste nez de la matrone. « Quelle perfection paroissiale !» s'écria M. Bumble avec transport. « Vous savez, mon adoré, que M. Stout va plus mal ce soir. »« Oui, » répondit timidement madame Cornet. « Il ne passera pas la semaine, à ce que dit le médecin, » poursuivit M. Bumble. « Il est à la tête de cette maison. Sa mort amènera une vacance, et il faudra pourvoir à la vacance. Oh, madame Cornet, quelle perspective, quelle occasion pour unir 2 cœurs et ne faire qu'un ménage !» Madame Cornet sanglota. « Dites le petit mot, » continua M. Bumble en se penchant vers cette beauté timide. « Prononcez-le seulement, ce tout petit mot, ma charmante Cornet. »« Oui, » soupira la matrone. « Un autre encore, » continua le bedeau. « Surmontez votre émotion pour me répondre encore un mot, seulement. À quand la chose ?» 2 fois, madame Cornet essaya de parler, et 2 fois la voix lui manqua. Enfin, rappelant tout son courage, elle jeta ses bras autour du cou de M. Bumble en lui disant « Aussitôt que vous voudrez, car il est impossible de vous résister, mon cher petit canard. » Les affaires étant ainsi réglées à l'amiable et à la satisfaction des 2 parties contractantes, on ratifia solennellement la convention en vidant une nouvelle tasse de menthe poivrée qui ne pouvait pas venir plus à propos dans l'état d'agitation et d'émotion où se trouvait la dame. Tout en versant la liqueur, elle informa M. Bumble de la mort de la vieille femme. « Très bien, » dit le bedeau en savourant sa menthe poivrée. « Je vais passer en m'en allant chez Sowerberry pour qu'il envoie le cercueil demain matin. Est-ce que c'est cela qui vous a fait peur, mon amour ?»« Pas précisément, mon ami, » répondit évasivement la matrone. « Il faut pourtant que ce soit quelque chose, mon amour, » dit M. Bumble en insistant. « Ne voulez-vous pas le dire à votre Bumble ?»« Pas maintenant, » répondit-elle. « Un de ces jours, quand nous serons mariés, mon ami. »« Quand nous serons mariés ?» s'écria M. Bumble. « Est-ce que par hasard un de ces mendiants-là
aurais-tu l'impudence de… Non, non, cher ami, se hâta de dire la matrone. Si je le croyais, continua M. Bumble, si je pouvais supposer que l'un de ces misérables eût eu l'audace de jeter un regard effronté sur cet aimable visage… Il n'aurait pas osé, mon amour, dit la dame. Et ils font bien, dit M. Bumble en montrant le poing. Je voudrais bien voir qu'un individu paroissial ou extra-paroissial se permît une pareille liberté. J'ose dire qu'il ne la prendrait pas 2 fois. Si des gestes violents n'avaient pas embelli ces paroles, la dame aurait pu les trouver médiocrement flatteuses pour ses charmes. Mais comme M. Bumble proférait cette menace d'un air belliqueux, elle fut vivement touchée de cette preuve de dévouement et déclara, avec admiration, que c'était un vrai tourtereau. Le tourtereau releva le collet de son habit, mit son tricorne, échangea avec sa future moitié un long et tendre baiser, et sortit pour aller affronter une seconde fois la bise glaciale du soir. À peine s'arrêta-t-il quelques instants dans la salle des indigents pour les brutaliser un peu, afin de bien s'assurer qu'il avait toute la rudesse nécessaire pour s'acquitter comme il faut des fonctions de directeur d'un dépôt de mendicité. Sûr de posséder cette aptitude, M. Bumble sortit du dépôt le cœur léger, et tout occupé de la brillante perspective d'un avancement prochain, il n'eut point d'autre pensée le long du chemin jusqu'à la boutique de l'entrepreneur de pompes funèbres. M. et Mme Sowerberry étaient allés prendre le thé en ville, et comme le sieur Noé Claypole n'était jamais enclin à se donner plus de mouvement qu'il n'en fallait pour bien remplir ses fonctions digestives, la boutique n'était pas encore fermée, quoique l'heure ordinaire de clôture fût déjà passée. M. Bumble frappa à plusieurs reprises de sa canne sur le comptoir, mais personne ne vint. Il aperçut une légère lueur derrière la porte vitrée de l'arrière-boutique, et se décida à aller voir ce qui se passait par là. Et quand il vit ce qui se passait par là, il ne fut pas peu ébahi. La nappe était mise pour le souper, et sur la table il y avait du pain, du beurre, des assiettes, des verres, un cruchon de porteur et une bouteille de vin. Au bout de la table, M. Noé Claypole se prélassait mollement dans un fauteuil, les jambes pendantes sur un des bras de fauteuil, un couteau dans une main, une longue tartine de beurre dans l'autre. À côté de lui était Charlotte, occupée à ouvrir des huîtres que M. Claypole lui faisait l'amitié d'avaler avec un empressement remarquable. Son nez plus rouge qu'à l'ordinaire et un certain clignotement de l'œil droit annonçaient qu'il était un peu lancé, et ce qui confirmait ces symptômes, c'était l'avidité avec laquelle il faisait disparaître les huîtres dont il appréciait sans nul doute les propriétés rafraîchissantes dans les cas d'inflammation interne. « Tenez, Noé, dit Charlotte, en voici une belle bien grasse. Goûtez-moi ça. Et encore celle-là pour finir. Quelle délicieuse chose qu'une huître, observa M. Claypole après l'avoir avalée. Quel dommage qu'on ne puisse en manger beaucoup sans se faire mal. N'est-ce pas, Charlotte? C'est une vraie cruauté, dit Charlotte. C'est bien vrai, continua M. Claypole. Est-ce que vous n'aimez pas les huîtres? Pas beaucoup, répondit Charlotte. J'aime mieux vous voir les manger, cher Noé, que de les manger moi-même. Tiens, dit Noé après réflexion, c'est vraiment bizarre. Encore une, dit Charlotte. En voici une avec une barbe si belle et si délicate. Pas une seule de plus, dit Noé. C'est impossible, je le regrette bien. Venez ici, Charlotte, que je vous embrasse. Comment? Dit M. Bumble en s'élançant dans la chambre. Répétez cela, monsieur. Charlotte poussa un cri et se cacha la figure dans son tablier, tandis que M. Claypole, sans bouger autrement que pour mettre ses pieds à terre, considérait le bedeau de l'air d'un ivrogne épouvanté. Répétez cela, misérable, effronté que vous êtes, dit M. Bumble. Comment osez-vous tenir un pareil propos, monsieur? Et comment osez-vous l'encourager, coquine? L'embrasser? S'écria M. Bumble au comble de l'indignation. Fi donc. Je n'avais pas l'intention de le faire, dit Noé, les larmes aux yeux. C'est elle qui veut toujours m'embrasser, bon gré mal gré. Oh, Noé, s'écria Charlotte d'un ton de reproche. Si vraiment, vous savez bien que si, répliqua Noé. C'est elle qui vient me prendre le menton, M. Bumble, et me fait un tas de caresses. Silence, dit sévèrement le bedeau. Descendez à la cuisine, mademoiselle. Et vous, Noé, fermez la boutique, et pas un mot de plus. Quand votre maître rentrera, dites-lui que M. Bumble est venu le prévenir d'envoyer demain, après déjeuner, un cercueil pour une vieille femme. Entendez-vous, monsieur? Un baiser, ajouta-t-il en levant les mains. La perversité, l'immoralité des basses classes est affreuse dans cette circonscription paroissiale.
Si le Parlement ne prend pas en considération ces abominables déportements, le pays est perdu, et les anciennes mœurs des villageois disparaîtront pour jamais. Là-dessus, le bedeau sortit de la boutique d'un air sombre et majestueux. Et maintenant que nous l'avons suivi presque jusqu'à sa porte, et que nous avons fait tous les préparatifs nécessaires pour les funérailles de la vieille pauvresse, nous allons nous informer du sort du jeune Olivier Twist, et savoir s'il est toujours gisant dans le fossé où Toby Crackit l'a laissé. À un humble auteur de faire attendre, selon son beau plaisir, un personnage aussi élevé que l'est un bedeau, le dos au feu, et les pans de son habit relevés sous ses bras, et qu'il serait encore plus malséant et plus indigne de la galanterie d'un écrivain qui sait vivre, de traiter avec la même négligence une dame sur laquelle le bedeau avait laissé tomber un regard affectueux et tendre, et à l'oreille de laquelle il avait murmuré de ces douces paroles qui, venant d'un tel personnage, eussent agréablement ému le cœur d'une jeune fille ou d'une femme de n'importe quelle condition, l'historien consciencieux qui écrit ces lignes, fidèle à ses sentiments de respect et de vénération pour ceux qui exercent ici-bas une grande et importante autorité, se hâte de faire amende honorable, de leur rendre le respect que leur position réclame, et de les traiter avec tous les égards que leur rang élevé, et par conséquent leur grande qualité, réclament impérieusement de lui. Dans ce but, il avait eu l'intention de taire ici une dissertation sur le droit divin des bedeaux, et de démontrer qu'un bedeau ne saurait mal faire, le tout pour le plaisir et l'utilité du lecteur consciencieux. Mais il est malheureusement forcé, faute de temps et de place, d'ajourner ce projet pour une meilleure occasion. Dès qu'elle s'offrira, il sera en mesure de démontrer qu'un bedeau, dans la plénitude de ses fonctions, c'est-à-dire un bedeau paroissial attaché à un dépôt de mendicité paroissiale et à une église paroissiale, est en vertu de ses fonctions doué de toutes les qualités, disons mieux, de toutes les perfections de la nature humaine, et que les bedeaux attachés aux administrations, aux cours de justice ou aux succursales sont à 100 lieues de ces perfections. Les bedeaux des succursales occupent, il est vrai, le second rang, mais il y a un abîme entre le second et le premier. M. Bumble avait donc compté et recompté les cuillères à thé, pesé et repesé la pince à sucre, examiné scrupuleusement le pot au lait et procédé à l'inspection minutieuse du mobilier jusqu'à s'assurer de la manière dont les chaises étaient rembourrées. Il avait bien renouvelé cet examen 5 ou 6 fois avant de songer que madame Cornet allait rentrer. Une idée en amène une autre, et comme nul bruit n'indiquait le retour de madame Cornet, M. Bumble s'imagina qu'il ne pouvait mieux faire pour passer le temps que de satisfaire complètement sa curiosité et de jeter un rapide coup d'œil dans la commode de madame Cornet. Il approcha d'abord son oreille du trou de la serrure pour s'assurer que personne ne venait. Puis, commençant par le bas, il procéda à la visite de 3 longs tiroirs bien garnis d'effets en bon état, soigneusement recouverts d'une couche de journaux parsemés de lavande sèche. À cette vue, M. Bumble parut enchanté. Il arriva dans le cours de ses recherches au tiroir du haut, à main droite, où était la clef, et aperçut une petite boîte bien fermée. Il la secoua, et elle fit entendre un son métallique fort agréable. Cela fait, M. Bumble regagna lentement la cheminée, reprit sa première attitude, et dit d'un air grave et résolu « Mon parti est pris ». Après cette exclamation remarquable, il se mit à balancer sa tête comme un homme content de lui et à contempler ses jambes, de profil, d'un air satisfait. Il était encore en train de s'admirer quand madame Cornet entra précipitamment dans la chambre, se jeta hors d'haleine sur une chaise près du feu
et mit une main sur ses yeux, l'autre sur son cœur, comme une femme qui étouffe. « Madame Cornet, dit M. Bumble en se penchant sur la matrone, qu'y a-t-il, madame? Vous serait-il arrivé quelque chose, madame? Répondez-moi, je vous en conjure. Je suis sûr des... » M. Bumble, dans son trouble, ne trouva pas de suite le mot charbon. Aussi dit-il, « Je suis sur des bouteilles cassées. »« Oh, monsieur Bumble, dit la dame, j'ai été si bouleversée. »« Bouleversée, madame ?» s'écria M. Bumble. « Qui aurait eu l'audace de... » Je comprends, ajouta-t-il en reprenant son air majestueux. Ce sont ces horreurs de pauvresse. C'est affreux d'y penser, dit la dame en frissonnant. Alors n'y pensez plus, madame, répondit M. Bumble. Je n'en puis plus, dit la dame en pleurnichant. Alors prenez quelque chose, madame, dit M. Bumble de sa voix la plus douce. Un peu de vin? Pour rien au monde, répondit madame Cornet. Impossible. Oh, le rayon du haut, à droite. Oh. En même temps, la bonne dame montrait du doigt l'armoire et retombait dans ses spasmes. M. Bumble s'élança vers l'armoire, prit une bouteille verte sur le rayon indiqué, remplit une tasse à thé de la liqueur qu'elle contenait et l'approcha des lèvres de la dame. « Je suis mieux à présent, » dit madame Cornet en retombant dans son fauteuil après avoir vidé la tasse à moitié. M. Bumble leva pieusement les yeux au plafond en signe d'action de grâce, puis les reporta sur la tasse et se mit à flairer la liqueur. « C'est de la menthe poivrée, » dit madame Cornet d'une voix faible, en souriant agréablement au bedeau. « Goûtez-la, il y a un peu d'autre chose avec. » M. Bumble goûta le breuvage d'un air indécis, fit claquer ses lèvres, le goûta de nouveau et vida la tasse. « C'est très réconfortant, » dit madame Cornet. « Très réconfortant, en effet, madame, » dit le bedeau. Puis il approcha sa chaise de celle de la matrone et lui demanda d'une voix tendre ce qui lui était arrivé de fâcheux. « Rien, » répondit madame Cornet. « C'est que je suis une créature si impressionnable, si sensible, si faible. »« Oh non, pas faible, madame, » répliqua M. Bumble en rapprochant encore sa chaise. « Est-ce que vous êtes une faible créature, madame Cornet ?»« Nous sommes tous de faibles créatures, » dit madame Cornet, émettant un principe général. « C'est bien vrai, » dit le bedeau. Pendant 1 ou 2 minutes, on garda le silence de part et d'autre, et au bout de ce temps, M. Bumble avait donné raison au principe, en ramenant son bras gauche du dos de la chaise de la matrone, où il l'avait d'abord posé, autour de la taille de la dame qui l'enlaça peu à peu. « Nous sommes tous de faibles créatures, » dit M. Bumble. Madame Cornet soupira. « Ne soupirez pas, madame Cornet, » dit M. Bumble.